Tu sais ce que ça fait, de sortir de l'hôpital sous une pluie battante, avec encore les traces du cathéter sur le bras, et de composer le numéro de ton fils en pensant qu'il va venir te chercher? Tu sais ce que ça fait d'entendre sa voix qui répond après 3 sonneries, cette voix que tu as bercée pendant des années, cette voix qui dit « Désolé maman, je peux pas venir là, le match commence dans 10 minutes, prends un taxi. Je m'appelle Geneviève, j'ai 68 ans. » Et ce soir-là, sous cette pluie de novembre qui sentait le béton froid et l'asphalte mouillé du parvis de l'hôpital Lariboisière, j'ai compris quelque chose que j'aurais dû comprendre bien plus tôt. Non pas que mon fils ne m'aimait pas, mais que son amour avait un prix d'entrée, et que ce prix, c'était moi qui le payais depuis des années, en silence, en patience, en chèques signés sans compter. L'infirmier de garde, un grand garçon brun qui s'appelait Théo, qui n'avait pas 30 ans et qui ne me devait absolument rien, c'est lui qui a tenu mon parapluie pendant que j'attendais le taxi. C'est lui qui a mis mon sac dans le coffre. C'est lui qui a dit « Bonne soirée, madame, prenez soin de vous », avec une douceur que je n'avais pas entendue depuis longtemps. Pas mon fils. Un inconnu en blouse blanche. Dans le taxi, j'ai pleuré. Pas de ces pleurs discrets qu'on retient par pudeur. Des pleurs vrais, silencieux, qui coulent tout seuls pendant qu'on regarde défiler les lumières mouillées du boulevard. Le chauffeur a monté un peu la radio. Il a compris qu'il n'y avait rien à dire. Et puis, quelque part entre la porte Saint-Denis et le boulevard Magenta, quelque chose s'est déposé en moi. Pas de la colère, pas encore. Une clarté, une certitude froide et précise comme la lame d'un couteau posé à plat sur une table. J'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé le Crédit Agricole. « Bonsoir, j'aimerais annuler le virement automatique mensuel sur le compte de mon fils Mathieu Delorme. » La voix de la conseillère a dit « Vous êtes sûre, madame ?» « Absolument certaine, j'ai répondu. Et j'ai raccroché. Ce n'était qu'un début. Mais les débuts, ça compte. Pour comprendre ce qui m'a conduite là, il faut remonter un peu. Pas très loin, juste assez pour que tu vois le chemin. J'ai travaillé pendant 37 ans à la Poste. D'abord comme guichetière à l'agence du boulevard de Clichy, dans le 18e arrondissement. Ensuite, comme chef d'équipe, puis comme responsable de secteur. 37 ans de matin à 6h45. De tenues repassées la veille, d'usagers impatients, de formulaires, de codes postaux mémorisés par réflexe. 37 ans de cotisations sociales versées trimestre après trimestre, de congés maladie jamais pris inutilement, de collègues devenus amis, d'une carrière construite à la force du poignet dans une institution qui ne faisait pas de cadeaux mais qui tenait ses promesses. Ma retraite, je l'avais méritée. 1 740 € net par mois avec la complémentaire AGIRC-ARRCO. Ce n'est pas une fortune à Paris. Mais c'est le fruit de quelque chose de réel, de quelque chose que personne ne peut me prendre. Ou du moins, c'est ce que je croyais. J'habitais depuis 22 ans dans un appartement de 82 mètres carrés, au 4e étage sans ascenseur, d'un immeuble haussmannien rue Lamarck, dans le 18e. Je l'avais acheté en 1999 pour 182 000 €. Une somme que j'avais économisée pendant 10 ans, avec l'aide d'un prêt immobilier que j'avais remboursé jusqu'au dernier centime en 2012. Aujourd'hui, cet appartement vaut 420 000 €. Le parquet grince au 3e latte depuis toujours, les cornuches au plafond ont été repeintes en blanc cassé l'année où mon mari est mort, et les volets en bois donnent sur une cour intérieure pavée où un voisin du 2e cultive des tomates en pot chaque été. Mon mari, Bernard, est mort en 2004 d'une embolie pulmonaire. Mathieu avait 19 ans. Sa sœur Isabelle en avait 16. J'ai porté ce deuil debout, sans m'effondrer, parce que je n'avais pas le droit de m'effondrer. J'avais 2 enfants à nourrir, un appartement à entretenir et une carrière à tenir. Je ne dis pas ça pour me vanter. Je dis ça pour que tu comprennes qui je suis. Geneviève Martel, veuve à 50 ans, chef d'équipe à la Poste, propriétaire de son logement, mère de 2 enfants qu'elle a élevés seule pendant 15 ans. Pas une sainte, mais pas quelqu'un qu'on écrase facilement non plus. Sauf que j'ai vieilli, et en vieillissant, j'ai commis l'erreur que beaucoup de mères commettent. J'ai commencé à avoir peur d'être un fardeau. Et cette peur-là, certaines personnes savent très bien s'en servir. Mathieu avait 35 ans quand il a rencontré Kevin Rousseau. Kevin, grand, la quarantaine, cadre dans une boîte de conseil en stratégie du 8e arrondissement, costume bien coupé, montre discrète mais chère, vocabulaire élaboré qui impressionne dans les dîners. Il venait de Béziers, d'une famille modeste qu'il ne mentionnait jamais, sauf une fois, à voix basse, sur le ton de quelqu'un qui range un meuble encombrant dans un placard.
Il avait appris à parler comme les gens du 16e arrondissement. Il connaissait les vins, les codes, les manières. Il savait exactement quand tutoyer et quand vouvoyer pour créer un effet. La première fois qu'il m'a rendu visite avec Mathieu, il m'a apporté une bouteille de pouilly fumée et a parlé de l'architecture haussmannienne avec une précision qui m'avait presque convaincu. Presque. Quelque chose ne sonnait pas juste. Je ne savais pas encore mettre un mot dessus. C'était dans ses yeux quand il regardait l'appartement. Pas avec l'admiration qu'on a pour un bel endroit, mais avec le calcul discret de quelqu'un qui estime une valeur marchande. Je me suis dit que j'exagérais, que j'étais une mère jalouse qui ne voulait pas partager son fils. Je me suis tue. Ce fut ma première erreur. Kevin venait d'une famille de commerçants du Languedoc que les crises successives avaient ruiné. Son père avait perdu son magasin de meubles en 1995. Et la honte de cette chute sociale s'était incrustée dans la famille comme une humidité dans un mur ancien. Kevin, enfant, avait grandi dans l'atmosphère étouffante des apparences maintenues, coûte que coûte, la façade propre, les habits soignés pour l'école, le silence absolu sur les dettes. Il avait appris très tôt que la réalité n'importait pas. Seule la version qu'on en donnait importait. Il avait appris que montrer de la faiblesse exposait à la cruauté. Et il avait appris, surtout, que le chemin le plus court entre la précarité et la sécurité, c'était de trouver quelqu'un qui avait ce qu'on voulait et de le convaincre de le partager. Il avait eu une première compagne, une femme prénommée Claire, que j'ai rencontrée des années plus tard, une comptable de Créteil, douce et très seule, qui m'a raconté la même histoire avec les mêmes mots. L'isolement progressif, les décisions prises sans elle, les comptes qu'on consulte et les documents qu'on fait signer avec des explications rapides qu'on ne laisse pas le temps d'examiner. Claire avait perdu son appartement dans l'histoire. Elle avait cosigné une dette qu'elle n'avait pas vue venir. Elle n'avait pas eu la force de se battre. Moi, j'en aurais. Mais ça, Kevin ne le savait pas encore. Les premières années, tout semblait aller bien. Mathieu était heureux. Enfin, il semblait l'être. Kevin s'était installé chez lui, dans le studio du 11e que je payais en partie. Il avait un emploi stable, des références, une aisance sociale qui plaisait aux amis de mon fils. Peu à peu, Kevin a commencé à faire partie du décor. Il venait au déjeuner du dimanche, apportait du bon pain de chez un boulanger artisanal du Marais, commentait l'actualité avec des opinions tranchées qui donnaient l'impression qu'il savait de quoi il parlait. Il savait écouter quand ça lui profitait. Il savait charmer quand il avait besoin de quelque chose. C'est vers la fin de la 3e année que les choses ont commencé à changer. Progressivement. Si progressivement que je me suis demandé, longtemps, si je ne me faisais pas des idées. Les dimanches d'abord. Pendant des années, ces repas du dimanche chez moi avaient été le centre de la semaine. Je préparais un pot-au-feu en hiver, une salade niçoise en été, un gigot au flageolet pour Pâques. Bernard m'avait légué le goût des repas longs, des conversations qui débordent sur le café, puis sur le digestif. Après sa mort, j'avais continué. Pour Mathieu, pour Isabelle, pour moi. Pour ne pas laisser le silence s'installer là où il y avait eu de la vie. Avec Kevin, ces dimanches ont commencé à rapetisser. D'abord des excuses sporadiques, une invitation chez des amis à lui, un week-end à la montagne, une fatigue, puis des venues de plus en plus tardives, de plus en plus courtes, puis l'annulation systématique. Et un dimanche de janvier, Mathieu m'a appelé à 11h pour me dire qu'il n'allait d'où pas venir, qu'il avait un peu mal à la tête, que la semaine avait été longue. J'ai répondu d'accord, repose-toi bien. Et j'ai mangé seul le pot-au-feu que j'avais commencé à préparer la veille au soir. Je n'ai rien dit. J'ai pensé que j'exagérais. Ensuite, mes amis, Marlène, que je connaissais depuis l'école primaire et avec qui je prenais un café tous les jeudis matins au Gambetta, le petit bistrot du bas de la rue Lamarck. Françoise, mon ancienne collègue de la Poste qui habitait à Vincennes et avec qui je faisais des randonnées le dimanche à Fontainebleau. Henriette, ma voisine du 3e, veuve comme moi, avec qui je partageais parfois le marché du samedi matin. Kevin ne les connaissait pas. Mais il avait une façon de parler d'elle, d'un ton légèrement condescendant, les sourcils légèrement levés, qui faisait sentir à Mathieu que ses amitiés étaient un peu dépassées, un peu provinciales, un peu trop simples pour le niveau de vie qu'ils construisaient ensemble. « Tu passes beaucoup de temps avec ces gens-là, maman », m'a dit Mathieu un soir au téléphone, avec une intonation que je n'avais jamais entendue dans sa voix avant Kevin. Ces gens-là. Marlène et Françoise et Henriette que je connaissais depuis 30 ans. Ces gens-là. J'ai senti quelque chose se déposer dans ma poitrine, quelque chose de froid et de lourd, mais je n'ai rien dit.
Je me suis dit que j'exagérais. Ce fut la deuxième erreur. Il n'y en aurait pas de troisième. Le premier signe vraiment concret est venu 2 ans après. Kevin avait proposé à Mathieu une idée. Investir ensemble dans un bien immobilier pour le louer. Une belle idée sur le papier. Sauf que pour financer l'apport, il avait une suggestion. Demander à maman. Pas un prêt, non. Une participation à une SCI familiale, une société civile immobilière dans laquelle Mathieu et Kevin seraient associés, et moi également. C'était présenté comme un avantage fiscal, une façon de transmettre du patrimoine, une modernisation de la gestion de mes biens. Mathieu m'en a parlé un dimanche de mars, pendant que Kevin était allé chercher le café. Il avait l'air enthousiaste, convaincu, pressé. Il avait les mots de Kevin dans la bouche, les mots du conseil en stratégie, les mots qui font paraître le compliqué simple et le dangereux sage. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Kevin est revenu avec les cafés, a souri et a dit « Mathieu m'a parlé de votre prudence naturelle, Geneviève. C'est une qualité. Mais cette opportunité ne durera pas longtemps. Cette urgence artificielle, cette pression douce mais réelle. » J'ai entendu une petite voix en moi qui a dit « Attends ». J'ai attendu. Et pendant que j'attendais, j'ai agi. Le lendemain matin, je suis allée chez Maître Arnaud, le notaire qui avait instrumenté l'achat de mon appartement en 1999 et que je connaissais depuis 20 ans. Son cabinet était dans une rue calme du 17e arrondissement, dans un immeuble sobre avec une plaque en laiton poli sur la porte. Je lui ai expliqué ce qu'on me proposait. Il a lu les statuts que Kevin avait fait préparer. Il a gardé le silence un long moment, le silence particulier d'un notaire qui a vu beaucoup de choses et qui pèse ses mots. Madame Martel, il m'a dit, si vous signez ces statuts tels qu'ils sont rédigés, la gérance de la SCI revient à Kevin Rousseau. Pas à vous, pas à votre fils. À lui. Vous apportez votre appartement comme capital social de la structure, et lui en prend le contrôle opérationnel. Techniquement, il pourrait hypothéquer le bien, contracter des dettes au nom de la société ou vendre sa part à un tiers, tout ça sans votre accord explicite. Le sang s'est retiré de mon visage. Mais ma voix est restée calme. J'ai demandé « Et si je ne signe pas ?» Il a dit « Alors vous gardez votre appartement, votre liberté et votre tranquillité. » Je suis sorti du cabinet de Maître Arnaud avec 2 certitudes. La première, je ne signerai jamais ces statuts. La deuxième, quelqu'un cherchait à me prendre ce que j'avais mis 37 ans à construire. Et ce quelqu'un n'agissait pas seul. J'ai commencé à noter. Un cahier à spirale, couverture bleu marine, acheté à la papeterie du coin. Chaque date, chaque fait, chaque conversation, chaque pression, chaque suggestion, chaque demande d'argent déguisée en opportunité. Je notais les dates exactement, les mots exacts quand je m'en souvenais, les témoins éventuels. Ce cahier est devenu ma mémoire propre, la contreversion de tout ce qu'on allait peut-être essayer de me faire oublier. J'ai aussi commencé à photographier des documents avec mon téléphone. Les relevés bancaires que Mathieu me laissait traîner lors des rares visites, les courriers de la CAF qui arrivaient encore à mon adresse parce que Kevin n'avait pas encore jugé utile de changer leur adresse de référence, les documents partiels que j'avais reçus pour la SCI. Je ne savais pas encore exactement ce que je cherchais, mais je savais que tout ce que je trouvais pourrait un jour servir. Les mois ont passé. La pression pour la SCI s'est faite plus insistante, puis a changé de forme. Kevin a essayé une procuration, un document qui m'aurait permis de déléguer la gestion de mes comptes bancaires pendant une hospitalisation hypothétique. C'était présenté avec une gentillesse calculée. Vous n'êtes plus toute jeune, Geneviève. On ne sait jamais. C'est plus pratique que tout soit prévu. J'ai dit que j'y réfléchirais. J'ai rappelé Maître Arnaud. Il m'a dit de ne jamais signer une procuration générale. Je n'en ai pas signé. Chaque fois que je disais non ou que j'attendais, Mathieu devenait un peu plus distant. Et Kevin devenait un peu plus froid, pas ouvertement hostile. Non, Kevin ne fonctionnait pas comme ça. Il fonctionnait par absence, par silence prolongé, par regard légèrement étonné, par la façon dont il regardait sa montre quand je parlais, par les comments imperceptibles qui, pris isolément, ne voulaient rien dire, mais qui ensemble dessinaient une image très claire. Tu es un obstacle. Tu es trop vieille pour comprendre. Tu es trop accrochée à ton appartement, à tes habitudes, à tes amis de quartier, pour voir ce qui est bon pour toi. Maman, tu exagères, disait Mathieu. T'as toujours été un peu méfiante. Kevin fait ça pour toi, pour nous, pour la famille. Ce mot qu'il utilisait comme un couteau doux.
pour désigner désormais lui et Kevin, et pas moi, pas Isabelle non plus, sa propre sœur qui avait gardé ses distances avec Kevin dès le début et que Mathieu voyait de moins en moins. Je veux que tu comprennes quelque chose sur Kevin. Je le comprends, pas au sens où je lui pardonne, mais au sens où je sais maintenant d'où vient le poison. Ça ne l'absout de rien, mais savoir d'où vient le poison, c'est aussi comprendre pourquoi l'antidote doit être précis. Kevin avait grandi dans une maison où les émotions étaient des faiblesses et où avoir besoin de quelqu'un vous rendait vulnérable. Son père, un homme dur et taciturne que la faillite avait brisé sans attendrir, ne lui avait jamais montré comment recevoir de l'affection sans en avoir honte. Sa mère avait compensé par une surprotection étouffante qui avait produit l'effet inverse de ce qu'elle cherchait. Un fils qui ne savait pas recevoir l'amour genuinement, mais qui savait l'imiter avec une précision désarmante. Ce schéma, Claire me l'avait décrit avec les mêmes mots. Il sait exactement ce que tu as besoin d'entendre. Il te le dit. Et puis, quand il a ce qu'il veut, le rideau tombe. Kevin n'était pas fou. Il n'était pas cassé de façon irréparable. Il était simplement quelqu'un qui avait choisi, à chaque carrefour de sa vie, de prendre plutôt que de construire. La douleur de son enfance était réelle. Mais cette douleur ne lui donnait pas le droit de faire à d'autres ce qu'on lui avait fait. Et il le savait. C'est ça qui me révoltait le plus. Il savait. Et il continuait. Au fil des mois, j'ai rassemblé d'autres informations. Un ancien collègue de Kevin, que j'avais croisé par hasard lors d'une soirée chez une amie commune, et qui, apprenant que j'étais la mère de Mathieu, avait eu un sourire équivoque et dit simplement « Kevin, je le connais depuis longtemps. Faites attention. » C'est tout, mais ça m'avait suffi pour continuer à creuser. J'ai retrouvé Claire via les réseaux professionnels. Mathieu m'avait parlé d'elle une fois, brièvement, comme d'une relation passée. On a pris un café un mercredi après-midi dans un salon de thé du 9e arrondissement. Claire avait les yeux calmes de quelqu'un qui a survécu à quelque chose et qui sait que survivre ne suffit pas, mais qu'il faut continuer. Elle m'a tout raconté. L'appartement cosigné, le prêt contracté à son nom, la société de Kevin qui avait absorbé ses économies, le jour où elle s'était retrouvée avec 0 € sur son compte et une dette de 31 000 € dont elle n'avait pas vu la couleur. Elle m'a dit « J'aurais voulu que quelqu'un me prévienne ». Je lui ai dit « Quelqu'un m'a prévenu ». C'était vous, sans le savoir. Si tu regardes encore cette vidéo, je t'en remercie. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, c'est ce que personne ne te dit normalement. Comment une femme de 68 ans, seule, a utilisé les outils que la loi française met à disposition pour reprendre ce qui lui appartenait. Continue à regarder. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et mets un like. Parce que cette histoire, elle est pour toi aussi. Pour toi ou pour quelqu'un que tu aimes. Revenons à l'hôpital. J'y étais depuis 9 jours pour une opération du genou. Une prothèse, programmée depuis 6 mois. Rien d'urgent, mais une intervention lourde pour une femme de mon âge, avec une rééducation à prévoir. Mathieu était au courant depuis des mois. La date d'entrée, la date prévue de sortie, le numéro du service, le nom du chirurgien. Je lui avais tout transmis par message écrit, avec confirmation de lecture. Pendant les 9 jours d'hospitalisation, il est venu une fois, une seule. Le deuxième jour, pendant 45 minutes, sans Kevin. Il avait l'air pressé. Il regardait son téléphone. Il m'a apporté un magazine que je n'aimais pas et une boîte de chocolat que le médecin m'avait dit d'éviter. Il a dit « Tu as l'air bien » et il est parti. Le 8e soir, j'avais demandé par message si quelqu'un pouvait venir me chercher le lendemain à 14 h. Mathieu a répondu « Je vois si je peux m'organiser ». Il ne s'est pas organisé. Alors, quand j'ai appelé le jour de la sortie et qu'il m'a dit « Le match commence dans 10 minutes », quelque chose en moi a fini de se casser. Pas de façon dramatique, pas avec des sanglots et des cris. De façon calme, précise, définitive, comme le dernier fil d'une corde qui cède sans bruit. Dans le taxi, après avoir annulé le virement, j'ai pleuré, puis j'ai arrêté de pleurer, puis j'ai sorti mon cahier bleu marine de mon sac et j'ai noté la date, l'heure, les mots exacts de Mathieu. Comme toujours. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Céline Barbier. Maître Barbier est avocate au barreau de Paris, spécialisée en droit de la famille et en protection des personnes âgées. Son cabinet était dans le 9e arrondissement, dans un appartement haussmannien converti, avec des bibliothèques qui montaient jusqu'au plafond et l'odeur tranquille des livres anciens et du café fort. Une femme de 50 ans, cheveux gris coupés courts, regard direct,
Manière de poser des questions précises qui ne laissaient pas de place à l'esquive. La première chose qu'elle m'a demandé, c'est si j'avais des preuves écrites. J'ai sorti mon cahier. J'ai sorti les photos sur mon téléphone. J'ai sorti les copies des documents que j'avais rassemblés pendant 18 mois. Elle m'a regardé un long moment. Elle a dit « Vous avez fait ça toute seule ?» J'ai dit « Oui ». Elle a dit « Bien ». Nous avons travaillé pendant 3 heures. Maître Barbier a passé en revue chaque document, chaque date, chaque montant. Elle m'a expliqué ce que ça signifiait juridiquement, point par point. Les demandes répétées d'argent. 18 000 € sur 3 ans, sous différentes formes, prêts non remboursés, participation à des projets qui n'existaient pas, avance de loyer. La tentative de SCI, dont les statuts étaient délibérément rédigés pour me déposséder du contrôle de mes biens. La procuration qu'on avait essayé de me faire signer sous prétexte de me protéger. Elle a dit « Ce que vous décrivez correspond à plusieurs qualifications du Code pénal. L'abus de confiance, défini à l'article 314.1, puni de 5 ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende, le fait par une personne d'abuser de la confiance d'une autre en détournant des fonds remis à titre précaire. Si votre fils a participé sciemment à certaines de ces opérations, il peut être impliqué aussi. » J'ai dit « Je sais qu'il a participé. Il était présent quand les demandes ont été faites. Il a signé certains documents. Elle a noté. » Elle a dit aussi « La tentative de SCI, avec les statuts tels que vous me les montrez, pourrait constituer un début de faux et usage de faux si Kevin a fait rédiger ces statuts en sachant qu'il vous induisait en erreur. Nous n'avons pas encore toutes les preuves. Mais ce que vous avez est déjà très sérieux. » Avant de quitter son cabinet, j'ai fait une chose que j'avais préparée depuis plusieurs semaines. J'avais contacté discrètement Maître Arnaud, mon notaire, pour révoquer formellement la seule procuration que j'avais signée 2 ans plus tôt, une procuration limitée sur un compte épargne que j'avais accordée à Mathieu pour une urgence supposée et que j'aurais dû révoquer bien plus tôt. La révocation était enregistrée. Le courrier était parti en lettres recommandées avec accusé de réception à la banque, à Mathieu et aux services compétents. J'avais aussi, 3 semaines avant ma sortie de l'hôpital, modifié les bénéficiaires de mon assurance vie, en faveur d'Isabelle uniquement et d'une association caritative que je soutenais depuis des années. Ces changements étaient définitifs et antérieurs à tout futur litige, ce qui les rendait difficiles à contester. Je ne suis pas sorti de l'hôpital en victime. Je suis sorti en stratège qui avait choisi son moment. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai tenu une vie en apparence normale. Je prenais ma baguette chaque matin chez le boulanger de la rue Lamarck, j'allais au marché du samedi, je lisais le journal en buvant mon café allongé devant la fenêtre qui donnait sur la cour pavée. Les tomates du voisin du 2e avaient commencé à rougir. La vie continuait. Mathieu a appelé le surlendemain de ma sortie, pour prendre des nouvelles, disait-il. Sa voix avait une légèreté un peu forcée, comme quelqu'un qui n'a pas mauvaise conscience, mais qui sait qu'il devrait peut-être en avoir une. Je lui ai demandé comment s'était passé le match. Silence. Il a dit « Maman, je savais que tu allais prendre ça mal. » J'ai dit « Je ne le prends ni bien ni mal. Je prends note. » Nouveau silence. Puis il a dit qu'il voulait qu'on se parle, qu'on déjeune ensemble, que Kevin avait des propositions à me faire concernant l'appartement. Il avait un acheteur potentiel, une belle somme, et l'idée d'utiliser l'argent pour que je me prenne quelque chose de plus petit, de plein pied, plus pratique pour mes genoux. J'ai entendu la totalité de ce que ça voulait dire. Vends ton appartement. Prends quelque chose de plus petit. L'argent de la différence, plus de 200 000 €, entre dans un flux où Kevin a accès. J'ai dit « Je te rappelle ». Je ne l'ai pas rappelé. C'est à ce moment-là que Kevin a compris que quelque chose avait changé. Il a essayé de prendre contact directement, par message d'abord, poli, mesuré, le ton du cadre supérieur qui règle un malentendu administratif, puis moins poli, puis un appel à 22 h un jeudi soir que je n'ai pas décroché. Puis un message de Mathieu qui disait que Kevin était blessé par mon attitude, que je le jugeais sans le connaître vraiment, que j'avais toujours eu du mal à accepter les gens qui entraînaient dans la famille. Cette phrase, cette famille, encore. J'ai photographié le message et l'ai transmis à Maître Barbier. Ce que j'ignorais encore à ce moment-là, Maître Barbier et son enquêteur partenaire étaient en train de le découvrir. Parce que j'avais mandaté, avec ses conseils, un huissier de justice, Maître Legrand, dont l'étude se trouvait dans le 10e, pour effectuer une constatation officielle.
Cette constatation documentait l'état de certains documents originaux en ma possession, leur date, leur signature et un ensemble de faits matériels qui pourraient être contestés plus tard si je n'avais pas de preuves datées. Et pendant ce temps, les relevés bancaires que j'avais rassemblés commençaient à raconter une histoire très précise. Sur les 3 dernières années, Mathieu m'avait sollicité pour des sommes que je pouvais maintenant documenter. 5 000 € en 2021 pour un projet de rénovation de l'appartement qu'il louait. Rénovation qui n'avait jamais eu lieu. 4 500 € en 2022 pour des frais médicaux urgents, des frais dont il n'avait jamais fourni de justificatif et dont j'avais finalement appris via Isabelle qu'ils n'existaient pas. 8 000 € en 2023, transmis via un virement que Kevin avait initié sur un compte dont je ne connaissais pas le titulaire exact. Et les virements mensuels automatiques, 450 € par mois pendant 26 mois, présentés comme une aide temporaire pour traverser une période difficile. Total, 17 700 €, documentés, datés, non remboursés. Ce n'était pas tout. L'enquêteur de Maître Barbier avait découvert l'existence d'une société de consulting enregistrée au nom de Kevin, mais dont l'adresse légale était mon appartement. Enregistrée sans mon accord, sans ma signature, en utilisant une adresse qui était la mienne. Une infraction réelle. Une preuve utilisable. La société avait reçu des paiements de sociétés tierces. L'un de ces paiements, 15 000 € en novembre de l'année précédente, provenait d'un compte que Maître Barbier avait identifié comme lié à une opération immobilière dans laquelle Mathieu était également mentionné. Le tableau devenait clair. Isabelle, ma fille, qui vivait à Lyon avec son mari et leurs 2 enfants, qui avait toujours su que quelque chose n'allait pas et qui m'avait dit plusieurs fois au téléphone « Maman, méfie-toi, j'aime pas ce type ». Isabelle est venue passer un week-end à Paris quand je lui ai tout dit. Elle a pleuré un peu, pas moi. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas encore de quoi être fière. Il restait encore beaucoup à faire. Un dimanche de la mi-octobre, 4 semaines après ma sortie de l'hôpital, j'ai reçu une lettre de Kevin, rédigée avec soin sur papier à en-tête de sa société. Il m'informait qu'en sa qualité de conjoint de fait de Mathieu, ils étaient pacsés, j'avais oublié, et en qualité de co-gestionnaire de la SCI qu'ils avaient constituée entre eux sans moi finalement, il avait des questions à me poser sur certains documents qui auraient circulé à mon nom. Il suggérait une réunion familiale dans les plus brefs délais. Le ton était celui d'un homme qui pensait encore avoir la situation en main. J'ai lu la lettre 2 fois. J'ai pris une tasse de thé. J'ai regardé les tomates du voisin du 2e, maintenant complètement rouges. Et j'ai appelé Maître Barbier. Elle a dit « C'est exactement ce qu'on attendait. Il vient de sortir du bois. Maintenant, on peut agir. » 3 jours plus tard, Kevin Rousseau a ouvert sa porte à 7h45 du matin pour trouver Maître Legrand, huissier de justice, qui lui remettait une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris. L'assignation avait été préparée par Maître Barbier avec une précision chirurgicale. Elle détaillait les chefs d'accusation, abus de confiance au titre de l'article 314-1 du Code pénal, faux et usage de faux au titre de l'article 441-1 et usage frauduleux d'une adresse à des fins commerciales sans accord du propriétaire. Elle mentionnait également Mathieu Delorme comme potentiel co-impliqué dans plusieurs des opérations décrites. J'étais chez Isabelle, au téléphone avec Maître Barbier, quand Maître Legrand m'a confirmé la remise. J'ai dit merci, et j'ai raccroché. Et j'ai bu mon café allongé jusqu'à la fin, en silence, en regardant par la fenêtre la rue de Lyon sous un ciel bas et gris. J'aurais pu jubiler. Je ne l'ai pas fait. Ce n'était pas de la joie que je ressentais. C'était quelque chose de plus profond et de plus calme. Le sentiment de quelqu'un qui a fait exactement ce qu'il fallait faire, au moment exact où il fallait le faire. Les jours qui ont suivi ont ressemblé à une série de petites explosions contrôlées. Kevin, après avoir reçu l'assignation, a fait ce que les gens paniqués font quand leur façade s'effondre. Il a cherché à contrôler la narrativa. Il a appelé des amis communs, des gens qu'il avait rencontrés via Mathieu, des voisins, une cousine éloignée, pour leur raconter que j'étais une femme instable, que la maladie m'avait fragilisée psychologiquement, que mes accusations étaient le produit d'une vieillesse difficile. C'est la version qu'il avait préparée depuis longtemps. Il avait même, j'ai découvert plus tard, consulté un médecin pour savoir si une procédure de curatelle pouvait être envisagée, une tutelle légale qui m'aurait retiré la gestion de mes propres biens sous prétexte d'incapacité. Il avait consulté, mais il n'avait pas agi, parce qu'il n'avait pas eu le temps.
Les personnes à qui il a raconté sa version l'ont en majorité écouté poliment. Certaines y ont cru. Mais Marlène, ma Marlène, l'amie de l'école primaire que Kevin avait jugée trop simple pour mériter le titre d'amie, Marlène, qui avait passé 2 heures au téléphone avec moi la semaine précédente et qui savait tout, avait eu la présence d'esprit de répondre à Kevin lors d'un appel inattendu. Geneviève est la femme la plus lucide que je connaisse. Elle l'a été à 50 ans et elle l'est à 68. Ce n'est pas maintenant qu'elle va se mettre à délirer. Elle a raccroché sans lui laisser le temps de répondre. Mathieu, pendant ce temps, était entré en crise silencieuse. L'assignation avait mis son nom à côté de celui de Kevin, et pour la première fois, il avait vu sa propre signature au bas de documents qu'il n'avait pas lus attentivement. Des documents de la SCI constitués entre eux. Des documents qui le plaçaient dans une position de responsabilité solidaire pour des opérations que Kevin avait menées. Il avait essayé d'appeler Kevin pour obtenir des explications. Kevin lui avait dit de ne pas s'inquiéter, que c'était une manœuvre de sa mère, que tout allait s'arranger. Mais quelque chose dans la voix de Kevin, ce soir-là, avait sonné faux. Mathieu l'avait entendu. Et pour la première fois depuis 3 ans, il avait commencé à se poser les mauvaises questions. Les questions qu'il aurait dû se poser depuis le début. Il m'a appelé. Je n'ai pas décroché. Il m'a envoyé un message. « Maman, je dois te parler. C'est urgent, s'il te plaît. » Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu. Il y avait un temps pour les conversations. Ce temps était passé. Maintenant, c'était le temps des conséquences. Maître Barbier avait également transmis un dossier complet au parquet de Paris. Une plainte formelle pour abus de confiance et faux et usage de faux, accompagnée de l'ensemble des pièces rassemblées pendant 18 mois. Le dossier était épais, précis, référencé. Il contenait les relevés bancaires, les copies des documents de la SCI, la preuve de l'enregistrement illégal de la société de Kevin à mon adresse, les témoignages écrits de Claire, l'ancienne compagne, et de l'ancien collègue, et les notes de mon cahier bleu marine retranscrites proprement. Il contenait aussi quelque chose que je n'avais pas encore mentionné. Kevin avait une maîtresse. Une femme de 32 ans, prénommée Léa, qui travaillait dans l'entreprise de conseil où il était cadre. Leur relation durait depuis 2 ans. Ce n'était pas en soi un élément juridique. Le Pacs n'implique pas de fidélité légale en France, contrairement au mariage. Mais ce qui était pertinent, c'est que Kevin lui avait fait des virements réguliers, 2200 € par mois, depuis un compte qu'il avait ouvert au nom de sa société, la société fictive enregistrée à mon adresse. Des virements alimentés en partie par les sommes qu'il avait détournées de nos transactions. L'argent qui était sorti de chez moi avait servi à entretenir une vie parallèle que Mathieu ne connaissait pas. Quand Maître Barbier m'a montré les documents qui prouvèrent cela, j'ai senti une nausée froide traverser ma gorge. Pas pour Mathieu, ou pas seulement pour Mathieu, pour la pure et simple grossièreté de la chose. La brutalité tranquille de quelqu'un qui prend ce qu'il peut et continue de sourire au dîner en parlant de pouilly fumé. Je me suis rappelé le premier dimanche où il était venu, avec sa bouteille de vin. Je me suis rappelé m'être dit que quelque chose ne sonnait pas juste. J'aurais dû faire confiance à cette petite voix bien plus tôt. Mais je n'allais pas me le reprocher. J'avais agi dès que j'avais compris. Et ça comptait. L'audience au tribunal judiciaire s'est tenue un mardi matin de décembre. La salle sentait le bois ancien et le papier humide, l'odeur particulière de la justice qui se fait lentement mais sûrement, les hauts plafonds, les bancs en chêne, le greffier qui tapait sans lever les yeux. Maître Barbier était à côté de moi, calme et précise, avec ses dossiers numérotés posés en ordre sur la table. Kevin était en face, accompagné de son propre avocat, un homme plus jeune qui avait l'air de comprendre progressivement que son client lui avait peut-être caché des choses. Maître Barbier a présenté les faits avec la méthodologie d'une femme qui a passé des années à construire des dossiers qui tiennent. Chaque affirmation suivie de sa preuve, chaque montant accompagné de son relevé bancaire, chaque date confirmée par un document daté, l'enregistrement illégal de la société. Les 17 700 € de prélèvements documentés, les tentatives de manipulation légale, la SCI, la procuration, les virements vers la maîtresse depuis le compte de la société fictive, les témoignages de Claire, la lettre de l'ancien collègue. Kevin a essayé de nier. Son avocat a plaidé la bonne foi, les malentendus, la complexité des relations familiales. Il a utilisé des expressions que j'avais entendues dans la bouche de Kevin depuis des années. Les mêmes formulations lisses, les mêmes arguments construits sur rien. Le juge écoutait, prenait des notes, ne réagissait pas à la surface. Mais quand Maître Barbier a présenté la dernière pièce,
le document prouvant l'enregistrement illégal de la société de Kevin à mon adresse, avec la date d'enregistrement et les relevés de la Direction générale des finances publiques qui montrèrent les revenus déclarés via cette structure, le juge a levé les yeux pour la première fois depuis 1 heure. Il a regardé Kevin. Et Kevin, pour la première fois depuis que je le connaissais, n'a pas eu de réponse. Le masque est tombé. Pas de façon dramatique. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré. Il a simplement rétréci, comme si quelque chose à l'intérieur de lui s'était dégonflé. L'homme charmant, sûr de lui, avec ses costumes bien coupés et ses opinions tranchées, avait l'air soudainement très ordinaire, très petit, très vide. J'ai regardé cela sans émotion particulière. J'avais eu 18 mois pour faire le deuil de l'image que j'avais eue de lui. Mathieu était assis à l'arrière de la salle. Je ne l'avais pas invité. Il était venu de lui-même, après avoir reçu une convocation séparée pour témoigner sur sa participation à certaines opérations documentées. Il était pâle. Il regardait les documents projetés au fur et à mesure, les relevés bancaires, les signatures, y compris la sienne, au bas de documents qu'il avait signés sans lire. À un moment, nos regards se sont croisés. Le sien contenait quelque chose de difficile à nommer. Pas tout à fait de la honte, pas tout à fait de la peur. Quelque chose entre les deux, peut-être. Quelque chose qui ressemblait à la réalisation tardive de ce qu'il avait fait. Après l'audience, dans le couloir, il s'est approché de moi. Il a dit « Maman, je suis désolé. Je savais pas que c'était aussi grave. Je l'ai laissé finir. J'avais attendu longtemps ce moment. Pas parce que j'en avais besoin pour avancer. J'avais déjà avancé. Mais parce qu'il méritait d'entendre ma réponse clairement, une fois, sans ambiguïté. Je lui ai dit « Je sais que tu regrettes, Mathieu. Mais les regrets n'effacent pas ce que tu as choisi de faire. Et tu as choisi, pas une fois, pas par hasard. Tu as choisi de croire Kevin plutôt que moi. Tu as choisi de signer des documents sans vérifier. Tu as choisi de ne pas venir me chercher à l'hôpital sous la pluie parce que tu regardais un match de football. À chaque carrefour, tu as fait un choix. Ces choix ont des conséquences. Et mon choix à moi, maintenant, c'est d'avancer sans toi. » Il a ouvert la bouche. Je suis parti. Maître Barbier marchait à côté de moi dans le couloir froid du tribunal judiciaire. Elle n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Les conséquences pour Kevin ont suivi le cours de la loi avec une précision que j'avais appris à apprécier. La France, quand elle condamne, condamne avec méthode. Le tribunal judiciaire de Paris l'a reconnu coupable d'abus de confiance au titre de l'article 314-1 du Code pénal pour le détournement documenté de 17 700 € et de faux et usage de faux pour l'enregistrement frauduleux de sa société à mon adresse. Il a écopé de 18 mois d'emprisonnement avec sursis et d'une obligation de remboursement intégral des sommes détournées dans un délai de 24 mois. En cas de non-respect, la peine d'emprisonnement devenait ferme. La Direction générale des finances publiques a ouvert un contrôle fiscal sur sa société fictive. Les résultats de ce contrôle ont révélé des irrégularités supplémentaires que je n'avais pas encore découvertes, suffisantes pour déclencher des pénalités fiscales substantielles qui ont absorbé une partie importante de son épargne personnelle. La société a été liquidée par décision judiciaire. Son employeur, le cabinet de conseil du 8e arrondissement, a appris l'existence de la condamnation par le biais d'un collègue qui avait suivi l'affaire. Dans un secteur où les réseaux professionnels sont tout et où la réputation constitue la principale monnaie d'échange, cette information a circulé vite. Kevin a été licencié 3 mois après l'audience. Son recours au prud'homme a abouti à une indemnité minimale. Le tribunal ayant considéré que sa condamnation pénale constituait une cause réelle et sérieuse de rupture. Il a quitté l'appartement du 11e, celui que je payais en partie depuis des années. Il est retourné à Béziers, dit-on. Je n'ai pas cherché à le vérifier. Léa, sa maîtresse, qui avait appris l'existence de la procédure judiciaire via les nouvelles professionnelles communes, n'a pas attendu la condamnation pour mettre fin à leur relation. Elle non plus n'avait pas été au courant des détails. Elle avait ses propres pertes à digérer. Pour Mathieu, les conséquences ont été d'une nature différente mais tout aussi réelle. Sa signature sur plusieurs documents de la SCI le plaçait en situation de responsabilité solidaire pour certaines dettes de la structure. Après expertise judiciaire, il a été reconnu codébiteur solidaire pour une somme de 7 200 €, une partie des sommes que Kevin avait engagées au nom de la société. Il a dû rembourser. Il n'avait pas les moyens de le faire en une fois. Il a mis en place un échéancier.
Des amis communs qui avaient appris les détails de l'affaire, certains via Isabelle, d'autres via les échos de l'audience, se sont distancés. Pas tous, mais plusieurs. Chez des gens de la génération de Mathieu, dans ces milieux de cadres parisiens où les réseaux informels comptent autant que les diplômes, la réputation est fragile. Lui aussi l'a appris à ses dépens. L'appartement que je possède rue Lamarck est resté le mien. Entièrement. Sans hypothèque, sans copropriétaire, sans SCI. Le parquet grince toujours au 3e latte. Les cornuches blanches reflètent la lumière du matin. Les volets en bois donnent sur la cour pavée, où les tomates du voisin du 2e ont terminé leur saison. Je ne suis pas restée là tout de suite. Pendant les mois du procès, j'avais loué un petit studio à Montmartre, pas loin de l'église du Sacré-Cœur, dans une rue calme qui sentait la pierre ancienne et le buis. Ce studio était petit, 34 mètres carrés, cuisine ouverte, une seule fenêtre qui donnait sur un puits de lumière. Il était à moi, entièrement, sans explication à donner, sans poids à supporter. C'est là que j'ai recommencé à dormir vraiment. Mathieu a essayé de me contacter 2 fois encore. La première fois, un message court, factuel. « Je vais rembourser ce que je te dois ». La 2e fois, un dimanche soir, « J'espère qu'on pourra se parler un jour ». Je ne lui ai pas répondu. Je ne l'ai pas fait par cruauté. Je l'ai fait parce que c'était la vérité. Pas encore, peut-être pas jamais. Et je refusais de lui donner une fausse espérance qu'il aurait utilisée pour se soulager la conscience sans vraiment changer. Je ne le hais pas. C'est mon fils. Mais être la mère de quelqu'un ne m'oblige pas à fermer les yeux sur ce qu'il a fait. Et recommencer comme si rien n'était arrivé serait mentir, à lui et à moi. Je ne mentais plus depuis longtemps. Je n'allais pas recommencer. Isabelle est venue plusieurs week-ends, pendant les mois du procès. Elle apportait des provisions de Lyon, du saucisson de chez le charcutier de la Croix-Rousse, un morceau de Saint-Marcellin, une bouteille de Côte du Rhône. On mangeait dans mon petit studio, assis sur le canapé, à regarder par la fenêtre le ciel qui changeait de couleur. Elle ne me demandait pas si je pensais à rappeler Mathieu. Elle ne me donnait pas de conseils. Elle était là. C'était suffisant. Marlène est revenue aussi. Le jeudi matin, au café Gambetta avait repris, comme avant, comme si les années de distance imposées par Kevin n'avaient été qu'une parenthèse. On parlait de tout et de rien. De sa petite fille qui venait de commencer à marcher. Du nouveau film qui passait au cinéma du quartier, de la boulangerie qui avait changé de propriétaire mais qui faisait encore de bonnes viennoiseries. Ces conversations ordinaires, que Kevin avait jugées trop simples pour mériter son attention, avaient le goût de quelque chose d'essentiel. Françoise, mon ancienne collègue de la Poste, m'avait envoyé un message dès qu'elle avait appris. Comment? Je n'ai jamais su exactement. Elle a juste écrit « Je savais que tu t'en sortirais ». Quand tu veux reprendre les randonnées de Fontainebleau, je suis là. On a repris les randonnées de Fontainebleau en mars. La forêt sentait la terre humide et les premières feuilles. Françoise et moi marchions à notre rythme. Pas vite, pas lentement, le rythme de 2 femmes qui n'ont plus rien à prouver. On a parlé pendant 2 heures. On a aussi gardé le silence pendant de longs moments, en regardant la lumière traverser les branches des chênes. Ce silence était bon. Le genre de silence qu'on ne peut avoir qu'avec quelqu'un qui vous connaît depuis assez longtemps pour savoir qu'on n'a pas besoin de remplir l'air. Au printemps, je me suis inscrite à un cours de peinture aquarelle à l'atelier Couleurs Libres, dans une petite rue du 9e arrondissement. Le professeur, un homme d'une 60aine d'années prénommé Gilles, discret et précis, avec l'odeur permanente de l'essence de térébenthine sur les mains, avait l'habitude des débutants et une patience naturelle. J'avais toujours voulu peindre. Bernard le savait. Il m'avait offert des aquarelles pour mon 50e anniversaire que je n'avais jamais ouvertes. Je les ai ouvertes ce printemps-là. Je ne suis pas douée, pas encore. Mais le jeudi soir, entre 18h et 20h, dans cette petite salle qui sentait la peinture fraîche et la bonne humeur tranquille des gens qui font quelque chose pour eux-mêmes, j'étais heureuse. Simplement, honnêtement heureuse. L'été, je suis allée en Bretagne. Seule. J'avais loué un gîte à Douarnenez pour 2 semaines, dans une maison en pierre avec un jardin qui donnait sur la baie. Le matin, l'odeur de l'iode et du varech traversait la fenêtre ouverte avant même que je me lève. Je buvais mon café allongé debout dans le jardin, les pieds dans l'herbe mouillée de rosée, en regardant les bateaux de pêche revenir au port. Je lisais. Je marchais le long des falaises avec le vent dans les cheveux. Je mangeais des galettes complètes le midi dans un crêperie du port et des huîtres le soir avec un verre de muscadet. Je n'avais pas fait ça depuis 20 ans. À Douarnenez, un soir, j'ai rencontré Michel.
Un homme de 72 ans, retraité de l'Éducation nationale, originaire de Rennes, qui louait la maison voisine avec son chien. Un labrador chocolat prénommé Gaston qui avait l'habitude de venir inspecter mon jardin sans y être invité. Michel et moi avons commencé à nous parler à travers la haie pour la même raison que tout le monde commence à se parler, à cause d'un chien. Puis nous avons pris un verre sur la terrasse, puis un autre. Puis le lendemain, nous avons marché ensemble jusqu'à la pointe du Raz. Je ne sais pas encore ce que Michel représente dans ma vie. Quelque chose de doux et de non pressé. Quelque chose qui n'exige rien de moi que je ne veuille donner. On se téléphone. On s'est revus à Paris une fois, pour un déjeuner dans un bistrot de Montmartre qui sentait le bourguignon mijoté et le vin de carafe. On a ri. Ça fait du bien. Je suis revenu dans mon appartement de la rue Lamarck en septembre. La rentrée. Le soleil de fin d'été donnait sur la cour pavée, et les tomates du voisin du deuxième étaient à nouveau là, fidèles, un peu abondantes. J'ai posé mes valises. J'ai ouvert les volets en bois. L'air du quartier m'est entré dedans avec ses odeurs familières. Le pain du boulanger, l'asphalte chaud, le parfum végétal de la cour. C'était chez moi. Ça l'avait toujours été. Je prends mon café chaque matin, assis à la table de la salle à manger, devant la fenêtre. Je lis Le Monde, ou parfois un roman. La lumière de l'automne sur les pavés de la cour a quelque chose de particulièrement beau, cette lumière oblique et cuivrée de l'Île-de-France en octobre qui transforme même les trottoirs en quelque chose de précieux. J'ai 68 ans. J'ai toutes mes facultés, toute ma lucidité, et la retraite que j'ai méritée pendant 37 ans. J'ai mon appartement, mes amis, mes aquarelles du jeudi soir, mes randonnées du dimanche et les coups de téléphone de Michel depuis Rennes. Je n'attends pas que Mathieu revienne. Je ne le cherche pas. S'il cherche à se reconstruire, c'est son travail, pas le mien. L'amour maternel est réel, mais l'amour maternel n'est pas un chèque en blanc. Ce n'est pas une obligation de fermer les yeux sur tout. Ce n'est pas une promesse de rester disponible pour quelqu'un qui n'a pas été là quand tu avais besoin de lui. Il y a des choses que cette histoire m'a appris. Des choses que j'aurais voulu savoir plus tôt et que je te dis maintenant parce que peut-être tu en as besoin. La première chose, méfie-toi de l'urgence artificielle. Quand quelqu'un te presse de signer, de décider vite, de ne pas prendre le temps de réfléchir, c'est toujours pour une bonne raison. Sa bonne raison, pas la tienne. Le temps qu'on te refuse, c'est souvent le temps dont tu as besoin pour voir clair. La deuxième chose, l'amour vrai ne te demande pas de sacrifier ta lucidité. Quelqu'un qui t'aime vraiment, un fils, un compagnon, un ami, supporte que tu poses des questions, supporte que tu prennes du temps, supporte que tu dises non. Celui qui ne supporte pas ça ne t'aime pas. Il a besoin de toi pour une autre raison. La troisième chose, les outils existent. En France, les notaires, les avocats spécialisés, les huissiers de justice, le code pénal, le tribunal judiciaire, tout ça existe pour te protéger. Il faut le savoir. Il faut oser y aller. Il faut commencer à rassembler des preuves avant d'en avoir besoin, parce que quand tu en as besoin, il est souvent trop tard pour commencer. La quatrième chose, une femme qui a travaillé 37 ans et cotisé pendant 37 ans n'est pas une vieille dame fragile qu'on peut mener par le bout du nez. La retraite qu'on a construite nous appartient. L'appartement qu'on a remboursé sur 10 ans nous appartient. Ces droits-là, ils sont inscrits dans la loi. Et savoir qu'ils sont inscrits dans la loi, c'est un pouvoir concret. La cinquième chose, celle qui me coûte le plus à dire et qui est peut-être la plus importante, le pardon est facultatif. On peut se reconstruire sans pardonner. On peut aller de l'avant sans tenir la main de celui qui t'a blessé. La liberté ne dépend pas du pardon. La liberté dépend de toi, de ta décision de ne plus laisser ta vie être définie par quelqu'un qui n'en mérite pas l'accès. Il y a quelques semaines, j'ai retrouvé les aquarelles que Bernard m'avait offertes pour mes 50 ans, rangées au fond d'un tiroir. Je les avais enfin ouvertes au printemps. Mais j'avais gardé le carton d'emballage original avec son ruban bleu toujours noué maladroitement, parce que c'était lui qui l'avait noué. Sur la carte à l'intérieur, écrit de sa main d'instituteur soigneux, pour Geneviève, qui a toujours su tout faire, et qui n'a jamais assez pris le temps de faire ce qu'elle aime. J'ai pleuré, pas les pleurs de l'hôpital, sous la pluie, des pleurs d'une autre nature, la reconnaissance silencieuse de quelqu'un qui a enfin entendu ce qu'on lui disait depuis longtemps. Bernard avait raison, j'avais su tout faire. Il était temps que je prenne le temps de faire ce que j'aimais. Le mardi soir, je peins. Le jeudi matin, je prends un café avec Marlène. Le dimanche, je marche dans la forêt avec Françoise. Et parfois, les soirs de semaine,
Je regarde la lumière changer sur les pavés de la cour en dessous de ma fenêtre, et je bois mon thé en sachant que personne, nulle part, n'attend que je sois moins que ce que je suis. C'est ça, la liberté. Pas l'absence de douleur. La douleur était réelle, et je ne la minimise pas. Mais la certitude tranquille que tu as fait ce qu'il fallait, que tu as utilisé les outils à ta disposition, que tu as défendu ce qui t'appartenait, et que tu continues. La vie que je vis maintenant, je l'ai choisie. Pas par défaut, pas parce que c'est ce qui restait après le naufrage. Par décision consciente et réfléchie, pierre par pierre, comme j'avais construit la première. Cette histoire t'a touché quelque chose? Elle a réveillé quelque chose en toi ou en quelqu'un que tu aimes? Dis-le-moi dans les commentaires. Dis-moi d'où tu regardes cette vidéo, dans quelle ville, dans quel quartier, et si cette histoire ressemble à quelque chose que tu as vécu ou que tu vois autour de toi. Je lis tout. Les témoignages que vous m'envoyez sont ce qui donne du sens à ce travail. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Parce qu'ici, on ne parle pas de pardon obligatoire. On ne parle pas de réconciliation automatique. On ne parle pas de porter sa croix avec le sourire. On parle de dignité. On parle d'outils concrets. On parle de femmes et d'hommes qui ont eu le courage de dire non, de rassembler des preuves et de faire en sorte que les conséquences tombent là où elles devaient tomber. Les histoires que je raconte sur cette chaîne sont des histoires de justice réelle, construites avec patience, avec intelligence, avec les instruments que la loi française met à notre disposition. Elles sont pour toi ou pour quelqu'un que tu connais qui traverse quelque chose de difficile et qui a besoin de savoir que s'en sortir est possible. Mets un like si cette histoire t'a parlé. Partage-la si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un. Et reviens la semaine prochaine, parce que la prochaine histoire est encore plus folle. Et la justice, cette fois, arrive encore plus vite. On a tout le droit de reprendre ce qui nous appartient. On a tout le droit de tourner la page, et de la tourner définitivement, sans laisser de marque-page pour ceux qui ne méritent pas de revenir. Bonne soirée, et prenez soin de vous, vraiment.